Tous tes profils en mode public. Tu veux être vu, entendu, connu. Eh bien, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir. Les pirates ont pénétré et détruit les systèmes informatiques de nombreuses entreprises en introduisant plusieurs virus. C'est pas un virus, c'est pire, c'est un ver. Wow, accrochez-vous, l'émission commence. 4, 3, 2... Ces conneries, c'est ma carte. Pour notre dernier épisode de l'année, on vous fait un retour des 2 dernières semaines. Bonjour et bienvenue au 44e épisode du balado cybercitoyen, le balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Bonjour Sam. Salut Catherine. Donc aujourd'hui, pour ce qui risque d'être essentiellement notre dernier épisode de l'année 2024, on s'était dit qu'on allait faire un petit tour de l'actualité parce que, oh là là, il s'en est passé des choses dans les dernières semaines. Il s'est passé tellement d'affaires dans les dernières semaines qu'on s'est dit qu'on ferait même pas une revue de l'année, parce que juste une revue des 2 dernières semaines, ça va prendre le temps de l'épisode, là. On commence par notre sujet préféré, la crypto-monnaie, avec ce qui a fait émancher dernièrement, là, un fameux rug pull de Mademoiselle Hack-Toi. Est-ce qu'on devrait commencer par expliquer qu'est-ce qu'un rug pull ou expliquer qui est cette personne selon toi, Sam? Peut-être que tu peux commencer par nous expliquer qui est cette personne et ensuite on pourra continuer avec sa super monnaie. Parfait. Donc, tout ça commence sur TikTok. Une demoiselle, Mademoiselle Welsh, qui, un peu pompette, dans une soirée bien arrosée, se fait interviewer et annonce fièrement que un conseil pour bien faire des fellations en imitant le son du Hack-Toi, qui est un crachat pour ceux qui n'avaient pas encore compris la référence. Le son devient viral partout sur Internet. C'est parti pour la gloire de la seule façon que les choses deviennent virales de nos jours. Il y a il y avait des articles que les enfants à l'école, c'était problématique parce qu'ils criaient Hack-Toi à leur professeur, puis que c'était comme un gros enjeu, etc., etc. Et puis, tu sais, dans le fond, Ellie Welsh, de son nom, avait un peu surfé là, sur cette film-là, éventuellement en refusant d'ouvrir un OnlyFans malgré les pressions et les demandes et les pétitions, no joke, qui sont sorties à ce sujet-là. Et c'est parti un balado du nom de Hack-Toi quelque chose. C'est pas Toi Talk. Toi Talk, ouais. Toi Talk. Puis, a fait des donations à des centres d'hébergement pour animaux, pour aider les animaux en situation de crise. Et puis, dernièrement, s'est laissé convaincre que peut-être que partir une crypto-monnaie, un meme crypto-monnaie, serait une bonne idée. Ce qui nous emmène au rug pull. En faisant le montage, je réalise qu'on n'a jamais défini c'est quoi un rug pull. L'expression anglaise veut littéralement dire tirer le tapis et elle est utilisée pour décrire une situation où les personnes qui partent une crypto-monnaie ou une série de NFT vont se pousser avec l'argent et flouer les personnes qui en ont acheté. Et maintenant, de retour à votre programmation habituelle. Juste pour les avocats de Madame Welsh qui nous écoutent. Allegedly. Allegedly, parce que eux disent qu'il n'y a pas eu de rug pull. Donc, tout ceci n'est que spéculation, bien sûr. Mais en gros, c'est ça. Elle a créé avec une entreprise là, du nom de Over There. Over here? Over Here. Over Here. C'est une affaire louche qu'on ne sait pas trop c'est qui. Supposément, il y aurait 18 personnes qui travaillent là-dedans sur cette monnaie-là. Et comme en gros, une crypto-monnaie, c'est basé sur la technologie de la blockchain. Donc, on est capable de savoir qui a acheté quoi, puis quand et tout ça. Puis au moment de mettre la monnaie en vente, si ma mémoire est bonne, c'est autour du 5 décembre, la valeur a monté en flèche là, en quelques heures. Là, ça a grimpé jusqu'à une valuation de 500 millions. Quand on parle de 500 de valuation, ça veut dire que, par exemple, si j'ai des coins, des monnaies qui valent $1 chaque, puis que j'en ai 500 millions, ben là, j'ai une valuation de 500 millions.
C'est la valeur totale, comme de chacun fois le nombre total de monnaie en circulation. Puis genre, quelques heures plus tard, ça a dégringolé. Ça a perdu, genre, je pense, 90% de sa valeur là, en 2 heures. Là. C'est même pas une affaire sur des jours. Là. C'est vraiment, ça a monté, ça a descendu là, en dedans d'une journée. Finalement, ce qui est un peu sorti par après, il y a un jeune homme du nom de Coffeezilla. Je pense pas que ses parents l'ont appelé de même, mais en tout cas, c'est sa chaîne YouTube. Puis c'est Coffeezilla qui a fait beaucoup d'enquêtes là, sur les fraudes en crypto-monnaie. Puis, il citait le travail de Bubble Maps qui disait qu'il y avait 285 investisseurs qui avaient acheté cette monnaie-là en pré-vente. Donc, avant que Madame Welch et Over Here ouvrent la vente aux fans, ben, il y avait déjà comme presque 300 personnes qui avaient pu en acheter d'avance. Donc, c'est sûr que quand les autres personnes se sont mis à l'acheter, ben, le prix s'est mis à augmenter. Puis, on parle de cents pour chaque, là, mais si tu en achètes plusieurs, tu peux mettre quand même beaucoup d'argent là-dedans. Puis, la plupart, je pense que c'était 89 de ces investisseurs-là avaient vendu 100% de leur monnaie tout de suite, assez rapidement. Ils ont vendu pour un total de 3,3 millions de dollars, ces gens-là. Ces investisseurs-là qui avaient eu accès comme à la monnaie avant, donc quand le prix est vraiment au plus bas. Fait que l'idée, c'est qu'eux autres, ils pouvaient juste attendre que ça monte un petit peu, puis là, tu sais, en pas longtemps, tu as fait beaucoup d'argent. Là. Ouais. Et là, c'est un peu la panique sur les réseaux sociaux avec les gens qui proclament qu'ils ont perdu leurs économies de toute leur vie. Parce que, évidemment, les gens qui ont investi un peu là-dessus, alors avant le alleged rug pull, effectivement, leur monnaie a perdu énormément de valeur rapidement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on... Ben, je pense que la morale de cette histoire, c'est que ce genre de monnaie-là, sa seule valeur qu'elle peut avoir, c'est si quelqu'un d'autre est prêt à payer plus cher pour que ce que toi t'as payé. C'est la seule valeur qu'elle peut avoir. Tu peux pas l'échanger contre rien d'autre que contre quelqu'un qui se dit que ben, toi, tu l'as payé 1$, puis moi, je suis prêt à la payer 1,25. Et c'est un peu le cas classique là, d'une entreprise pyramidale. À un moment donné, tu manques de poissons à qui vendre ces affaires-là. Ouais. Donc, je pense que puis ce qui est un peu triste dans cette histoire-là, c'est que même la compagnie, puis dans leur marketing, c'était comme nous, on ne veut pas faire ça pour les gens de la crypto, on veut faire ça pour les, entre guillemets, normies, donc les gens normaux, les monsieur, madame, tout le monde, ceux qui ont trippé sur le meme mais qui ne connaissent rien aux crypto-monnaies. On va faire ça très facile pour ces gens-là. Fait que l'idée, c'était d'aller chercher un peu des gens là, qui, justement, n'étaient peut-être pas au fait que, ben, écoute, les risques sont énormes dans ce genre d'affaires-là parce que ce que les chantres de la crypto-monnaie vantent en disant c'est un truc que les gouvernements ne peuvent pas régir ça, ben justement, c'est aussi son plus gros défaut, c'est que ben, c'est pas régulé. Fait que, Oui. Mais je pense qu'une des choses qui a joué là-dessus, c'est que justement, tu sais, Ellie, elle avait quand même établi une réputation depuis, mettons, l'avènement du meme, que c'était une gentille fille, qui était comme un... Tu sais, c'était le branding qui avait été un peu appliqué à son persona, qui était gentille, qui était curieuse, tu sais, elle redonnait de l'argent à des animaux. Ce genre de persona-là, un petit peu un peu country, genre gentil. Puis j'ai l'impression que ça l'a convaincu des gens peut-être plus naïfs, un peu moins initiés au concept, de faire confiance quand elle donnait justement le speech de ben non, 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 nous on va vous protéger, c'est pour tout le monde, ça va vraiment. Il y avait comme un projet qui était vendu autour de ça. Puis j'ai l'impression que le branding de la personne qui a été vendue a probablement réussi à convaincre plus de gens que n'importe quel autre meme coin qui serait sorti dernièrement pour un... Parce qu'il y en a eu d'autres des meme coins, là, mais comme celui-là, je pense que le fait qu'elle avait l'air d'une petite fille de confiance gentille, ça l'a joué sur le fait que les gens ont peut-être donné un peu plus de chance que... Tu sais, j'assume que la plupart des gens ont mis des montants dérisoires là, pour rire, mais les gens qui ont pris ça peut-être un peu trop sérieux. Oui, tout à fait. Là. Puis en plus, c'est pas dans les plus gros parce qu'il y a eu d'autres situations de genre avec des montants faramineux. De ce que j'ai compris, là, tu sais, les investisseurs du début, eux autres, ils ont fait à peu près un 3,3 millions à la gang. L'équipe derrière, ils ont fait à peu près un 2 millions en frais parce qu'ils mettaient des frais sur les transactions. Fait que déjà, juste là, eux autres, ils ont fait un 2 millions juste sur les frais. Il y a un sniper qu'on appelle. Fait que c'est quelqu'un qui, tu sais, d'habitude, c'est un logiciel automatique qui va s'arranger pour acheter la monnaie comme le plus tôt possible, tu sais, comme, ou tu sais, qu'il faut quand même analyser les flux puis l'acheter plus bas pour le revendre plus haut.
aurait fait à peu près 1,3 million. Fait que, on parle pas de centaines de millions. C'est Ben, pas... 1,3 million, c'est quand même... C'est quand même de l'argent, mais tu sais, comme... Tu sais, si tu regardes, je sais pas moi, Sam Bankman-Fried, puis d'autres cas récents, Non. on parle de milliards, là. Fait que, tu sais, Ouais. mais c'est quand même des gens qui, probablement, avaient pas les moyens de perdre leur cash, qui l'ont perdu dans cette histoire-là. Là. Je pense pas qu'il y a grand monde ces temps-ci qui ont les moyens de perdre. Tout à fait. Bref. Donc, le conseil du jour, je pense que c'est une ligne directrice qu'on a beaucoup, c'est de pas... les bitcoins, c'est Achetez pour... pas de l'argent d'Internet, là. C'est de l'argent inventé d'Internet. Écoute, même, je pense que j'ai vu Andrew Tate aussi, il y en a une coin là, qui essaie de vendre. Là, en tout cas. Donc, non. Fait que toi, t'as pas de Dogecoin dans ton portefeuille de retraite, Sam? Non. Non. Un autre monnaie meme, d'ailleurs, qui a pris de la valeur avec l'annoncement du nouveau ministère de Elon Musk, de l'acronyme Doge. Bref. Je pense qu'on va pas manquer de sujet d'actualité l'an prochain. De mon côté, la chose qui m'a vraiment comme fascinée dans les dernières semaines, c'est l'assassinat d'un certain CEO, plus particulièrement l'assassin en tant que tel. Et bon, suite à son arrestation, en fait, il y a un truc qui m'a particulièrement un peu accroché. Puis c'est le fait que bon, sa caution a été refusée pour prendre plus qu'une raison. Mais une des raisons qui avait été citée par le juge, c'était le fait que Luigi Mangione, de son nom, semblait avoir des outils très sophistiqués pour des tactiques criminelles. Dans ce cas-ci, un sac de Faraday. C'est le truc qui s'achète à 5$ sur Amazon. Puis moi, quand je vois ce genre de truc-là, ça m'inquiète un peu parce que ce que ça fait, c'est que ça vilainise / criminalise le fait d'utiliser des outils de protection de vie privée puis de sécurité générale comme un sac de Faraday. Parce que dans les faits, c'est pas un outil sophistiqué de protection ou quoi que ce soit, c'est juste un truc qu'on peut commander littéralement en 24 heures en ligne puis juste mettre son téléphone dedans. Puis je sais que Sam, tu m'avais parlé d'un cas où est-ce que c'est pas la première fois que tu vois ce genre de situation-là? J'avais vu une personne parler de sac de Faraday sur Blue Sky cette semaine, puis qui disait pour 90% des gens, c'est pas nécessaire. Faites juste fermer votre téléphone, puis vous devriez être correct. Puis ce que la personne disait, c'est que lui, dans son expérience, c'est un chercheur qui travaille avec différents comités qui font du militantisme antifasciste, etc. Puis il dit quand les gens se font arrêter avec ça, souvent ça aggravait les accusations contre elles parce que là, c'était utilisé comme une preuve de l'intention de commettre un crime. Genre, t'as un sac de Faraday, donc le sac qui empêche ton téléphone de communiquer avec l'extérieur, ça veut dire que tu as quelque chose à cacher. Ce serait un peu comme si, par exemple, si tu utilises Signal, ça veut dire que tu es un méchant. C'est un peu le genre de parallèle qu'on pourrait faire. Donc, c'est un peu inquiétant que ça se soit utilisé, comme dans ce cas-là, pour lui refuser, je pense, sa caution, si j'ai bien compris. Oui. Quoique ça m'aurait... C'était presque impossible qu'il y ait sa caution. Là. Je ne voyais pas un scénario qui lui laissait sortir. Là. Il y avait trop de gens prêts à l'aider. C'est ça. Non. Fait que, mais c'est quand même inquiétant que ce soit utilisé comme justement un facteur aggravant, alors que c'est quand même quelque chose d'assez banal là, qui devrait être normalisé. Oui, je pense qu'il n'y avait plus besoin de ça comme justification pour dire non à la caution, puis de s'en servir. Pour moi, c'est la partie qui est inquiétante. À suivre. Donc, je ne sais pas ce qu'on est supposé faire pour empêcher la criminalisation de ce genre d'outils-là, mais pour moi, c'est un petit red flag. Oui, je pense que souvent, une des choses, c'est de populariser l'utilisation. Tu sais, si tout le monde l'utilise, ça ne devient plus quelque chose qui est comme bizarre ou qui est comme juste utilisé par les criminels. Ben, en fait, ce que je trouve drôle, c'est que parallèlement, pendant que je recherchais sur ce cas-là puis d'autres situations, un des articles sur lesquels je suis tombée, c'est un poste de police qui distribuait des sacs de Faraday aux gens pour les protéger contre les vols de voitures. Oui, parce que ça permet, contre le clonage aussi de tes trucs RFID. Pour mettre les clés FOB. Fait que, tu sais, comme le fait que d'un côté, c'est comme les forces de l'ordre en tant que telles te disent comme oui, utilise ça pour protéger ta voiture. Puis en parallèle, c'est non, si tu utilises ça, tu as l'intention de commettre un crime. Alors que. OK. On parle de tort aussi dans l'actualité normalement? Oui, puis cette fois-ci, on va en parler pour son côté positif parce que, tu sais, souvent,
Puis c'est triste parce quand on parle du réseau Tor, donc The Onion Router ou le routeur oignon, si on peut dire, c'est une façon d'être anonyme sur le web. En gros, c'est que quand on veut aller visiter un site web, on embarque dans le réseau Tor qui va nous faire faire 3 sauts, là, si je me rappelle bien. Et en gros, c'est que chaque étape, elle ne sait pas tout le chemin. Donc, tu sais, quand tu es rendu dans le réseau, il y en a un qui sait où tu t'en vas, mais tu ne sais pas d'où tu viens. Oui. Fait que comme ça te permet d'être anonyme. Le problème, c'est que le trafic sur Tor est très reconnaissable. Fait que si quelqu'un, par exemple, un administrateur système, observe le trafic là, sur son réseau, ben, c'est illuminé comme un sapin de Noël, là, la personne qui utilise Tor. Donc, c'est relativement facile à bloquer. Puis, il y a des sites web, il y a des banques, beaucoup, qui vont les bloquer, là. Puis, c'est quand même très utile et utilisé dans des régimes répressifs, comme par exemple la Russie. Puis, la Russie bloque le réseau Tor depuis 2021. On a déjà parlé quelques fois. Le Roskomnadzor, qui est comme l'agence étatique là, qui surveille l'Internet, je veux dire, il effectue vraiment une surveillance assez proche, là, comme tout le trafic là, est surveillé. Là. Donc, ils bloquent Tor parce que justement, ils ne veulent pas que les gens soient anonymes. Puis là, le collectif ou le groupe là, derrière le projet Tor ont fait un appel pour que des gens partent des nouveaux web tunnels. Fait que ça, c'est une technologie qu'ils ont développée fin de l'année dernière, début 2024. Puis c'est quand même intéressant comme truc où que, en gros, c'est comme si tu pouvais cacher le réseau Tor dans un genre d'enveloppe qui le faisait passer pour du trafic normal. Ça ressemble à du trafic HTTPS. Donc, en gros, c'est pour, entre toi, dans ton ordinateur, pour te connecter au réseau. Après ça, une fois que tu es dans le réseau, là, tu vas être comme un autre réseau Tor, mais c'est comme le tunnel pour te rendre au réseau Tor parce que la Russie est en train de bloquer tous les services où que les gens pouvaient se connecter au réseau. Puis en plus, ces web tunnels-là sont assez difficiles à détecter parce que, par exemple, ça peut être hébergé sur un endroit avec un autre site web. Donc, si tu vas visiter l'adresse IP, ben, tu vas voir le site web qui est là. Tu ne vas pas nécessairement voir qu'il y a un tunnel là, qui s'en va vers le réseau Tor. Donc, pour essayer justement d'augmenter la capacité puis s'assurer que la population russe là, qui voudrait pouvoir continuer à se connecter au réseau Tor puisse l'utiliser, ils demandent à des bénévoles là, de mettre en place ça. Donc, si jamais vous avez les connaissances techniques, surtout si vous avez accès à un serveur qui peut servir à ça, ben, vous pouvez aller voir sur le site là, du projet Tor, puis on va mettre le lien là, dans les show notes. Je trouve ça particulièrement intéressant, justement, que n'importe qui, comme ça, puisse collaborer en tant que. Tu sais, oui, il faut avoir des connaissances techniques, mais c'est quand même accessible d'aider, je pense, à ce niveau-là. Fait que très cool. Bref, s'il y a des gens à faire pour aider les gens à naviguer de façon sécuritaire en ligne. On reste sur le sujet un peu de la Russie, I guess, avec l'arrestation de Wazawaka. Oui! Donc, c'est ça, Monsieur Wazawaka, Mikhail Matveyev de son vrai nom, a été arrêté récemment. Ce qu'il faut savoir de ce jeune homme, c'est que c'est un affilié. Donc, on a déjà parlé dans notre épisode là, sur les rançongiciels. L'affilié, c'est celui qui va travailler avec un groupe de rançongiciels. Et que c'est lui, en général, qui va trouver les failles, qui va être celui qui va rentrer dans l'entreprise, puis qui va déployer le rançongiciel là, qui est fait. Fait que lui, il a travaillé avec Logbit, il a travaillé avec DarkSide, il a travaillé avec plusieurs autres aussi. Brian Krebs, un célèbre journaliste en cybersécurité, avait dévoilé son identité il y a 2 ans, 3 ans à peu près, parce que, comme beaucoup de gens, ben, ils utilisent le même mot de passe pour plusieurs de ses comptes. Donc, souvent, ces mots de passe-là se retrouvent dans des fuites de données. Donc, on a pu faire des recoupements, trouver que ces courriels-là étaient utilisés pour créer des comptes dans divers forums dans le milieu là, de la cybercriminalité. Et un de ces courriels-là va être aussi utilisé pour créer un compte sur VKontakte, qui est le genre de Facebook russe, avec son vrai nom. Fait que, à ce moment-là, sa vraie identité était sortie. Les États-Unis, eux, avaient offert une récompense de 10 millions. Dans les charges, il y avait l'attaque de rançongiciel contre la police métropolitaine de Washington, D.C. Puis je me rappelle de cette histoire-là, parce que quand c'était arrivé, la police ne voulait pas payer. Puis je me rappelais que les attaquants avaient dit, ben, si vous ne payez pas, on va publiciser toutes les données sur les informateurs. Ah. Là, ceux qui ont vendu leurs voisins, ben, on va rendre ça public, ce qui mettait la vie quand même de pas mal de gens en danger. Donc, c'est ça. Fait que les États-Unis avaient mis une récompense de 10 millions.
Mais les autorités russes l'ont arrêté avant, ce qui est surprenant. Et la raison, je pense, pourquoi on en parle, c'est que ça arrive vraiment pas souvent. Il y a des gens de Revil qui ont été arrêtés, je pense, en 2021, juste après que Biden avait parlé avec Poutine en disant hey, regarde, là, vous exagérez un petit peu. Fait que, il y en avait arrêté une gang à ce moment-là, mais ça n'arrive pas souvent. Fait que, il y a plusieurs hypothèses. Une, c'est que peut-être qu'il n'était pas protégé. Habituellement, pour faire ce genre de travail-là, c'est une bonne idée d'avoir une protection. L'autre chose, c'est qu'il disait qu'il ne s'était jamais attaqué à des entreprises sur le territoire russe, mais il avait parlé qu'il s'était peut-être attaqué comme à des vendeurs de drogue ou à d'autres criminels, fait que ce qui a fâché quelqu'un qui n'aurait pas dû fâcher, ça, on va peut-être un jour le savoir, là, mais là, en ce moment, il est dans le trouble. Je suis juste encore sur le fait qu'il réutilisait ses mots. Ça me choque. Comme quoi, un cordonnier mal chaussé. Tout à fait. Dans les choses qui se sont passées, cela c'est plus en novembre, le fait que un consultant ait employé des hackers mercenaires. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est la compagnie Exxon qui se retrouvait un peu dans le trouble. Il y avait comme des menaces de poursuite et tout ça, principalement parce que des différents organismes écologiques alléguaient que la compagnie savait que les changements climatiques étaient vrais. Ils le savaient depuis des années, puis ils ont fait plein de choses pour pas que ça sorte, puis pour essayer de minimiser les actions, puis tout ça. Puis il y avait comme des poursuites un peu comme qu'on a vu avec les grands fabricants de cigarettes, qui eux aussi savaient les torts causés par leurs produits, puis qui ont essayé de les cacher, etc. Donc, ce constituant pour une compagnie qui s'appelait DCI aurait employé des hackers à travers une firme israélienne, parce que habituellement, quand tu veux, en tout cas souvent dans l'histoire d'espionnage comme Pegasus et tout ça, là, il y a beaucoup de firmes israéliennes dans ce secteur-là. Donc, ils ont fait des campagnes d'aller voler les courriels de ces personnes. Ça aurait commencé en 2015. Puis ensuite, là, ces courriels-là étaient soit fuités là, pour essayer de ruiner la réputation des gens, soit utilisés en cours pour essayer de défaire les stratégies là, de différents groupes écologistes. Donc, ça vient de sortir là, que le FBI a intenté comme cette enquête-là sur ce consultant-là. Puis je trouve ça intéressant d'en parler parce que ça montre aussi que cette espèce de. On parle tout le temps là, des méchants cybercriminels russes, Oui. puis on dirait que c'est juste eux autres là, qui font ça. Mais il y a aussi des compagnies qui payent, puis il y a des entreprises qui font ça. Donc, je pense que c'est important de le montrer. Puis d'utiliser des sales coups comme ça arrive même plus proche de chez nous. Je me rappelle, il y avait une fuite à un moment donné c'était un peu le plan de match d'un genre de consultant comme ça, qui avait été fait par le pipeline Énergie Est, par TransCanada. Et à ce moment-là, dans les stratégies, c'était justement là, de faire de la recherche sur les militants principaux, puis d'essayer de trouver là, des trucs pour essayer de les discréditer. Là. Fait que trouver de la cochonnerie, puis essayer de salir leur réputation. Là. Mais tu vois, tout ça, ça rentre un peu dans la catégorie là, de dark PR, Mhm. qui est, dans le fond, dark PR, c'est PR pour public relations, donc relations publiques sombres. Mais en fait, c'est de la désinformation, mais corporative. Donc, c'est quand des corporations décident dans leur plan de relations publiques, en fait. Puis là, tu sais, pour les gens cyber, on connaît beaucoup la notion de black hat, grey hat, white hat, mais c'est comme du marketing qui tombe dans la zone grise, voire gris foncé noir, mettons. Puis justement, c'est un plan stratégique, concret, de quelle désinformation on va faire, qu'est-ce qu'on va mousser, quel influenceur on va aller comme demander de mentir, ça peut être d'inventer des poursuites. Il y a plein de trucs, puis le fait c'est que c'est quand même dur à prouver. Mais tu sais, des grosses campagnes de salissage d'un compétiteur parfois, ou des trucs comme ça, c'est toutes des choses qu'il faut porter attention, en fait, là. Parce que c'est plus fréquent qu'on pense. Il y en a beaucoup, en fait, du dark PR. Puis honnêtement, à chaque fois que vous voyez des campagnes un peu là, en ligne qui deviennent virales, puis qui a l'air de vraiment discréditer tout d'un coup une compagnie, des fois, c'est peut-être une autre compagnie compétitrice qui est en train de salir pour faire exprès. Un exemple loufoque de dark PR que je peux donner en exemple. Puis là, je me souviens plus c'est quelle marque, mais à l'époque de Jersey Shore,
les participants s'étaient fait offrir un sac de luxe, mais pas par la compagnie en soi, par un compétiteur qui voulait faire montrer que son compétiteur était trashy parce qu'il était associé à ces gens-là. Ça, c'est un exemple loufoque un peu de Dark VR, de juste comme... Où est-ce qu'une compagnie, volontairement, dans son plan de stratégie, va aller faire ce genre de truc-là. Ça, là, il est cocasse. Ça, je vais pas passer dans des trucs plus sombres, mais c'est du Dark PR, définitivement. OK. Dans la catégorie « Les corporations ne sont pas gentilles », puis, dans le fond, je te le propose, ça, mais les 2 prochains sujets que tu avais proposés dans nos show notes, je trouve qu'ils vont un peu ensemble, d'une certaine façon. La première, c'est que tu mentionnais que les Five Eye, en fait, avaient publié une déclaration commune pour prévenir la radicalisation qui menait à la violence chez les jeunes. Le deuxième, c'est que tu me parlais que l'algorithme de YouTube poussait les jeunes dans des problèmes, dans des troubles alimentaires. Je trouve que les deux, la radicalisation des jeunes, c'est un problème d'algorithme là, qu'on a à la base. Puis j'ai l'impression que les deux reviennent un peu au concept que les algorithmes trouvent qu'on n'est jamais assez extrême en ligne, puis que c'est très rapide, en fait, de se faire pousser de j'ai l'impression qu'une injustice a de la radicalisation extrême, ou je veux peut-être faire attention à mon alimentation, puis boum, je termine dans du contenu du contenu pro-ana, qui était appelé en ligne. Mais je te laisse commencer par ton communiqué de presse. Oui, ben, je voulais juste le mentionner. Je trouve qu'il n'y a pas des tonnes de détails dedans, mais c'est une déclaration. Au Canada, c'est faite par la GRC puis le Centre canadien de sécurité, Centre canadien de renseignement et de sécurité. Donc, et on travaille avec les services là, de renseignement d'autres pays comme l'Angleterre, l'Australie, etc., les autres pays des Five Eyes, les États-Unis. Donc, en gros, c'était pour dire que eux, ce qu'ils voyaient, c'est une augmentation de la radicalisation menant à la violence chez les jeunes. Ce qui est un peu étonnant, c'est que des fois, ils parlent de mineurs, puis après ça, ils parlent que c'est surtout chez les 18 à 25 ans, qui ne sont techniquement pas des mineurs. C'est là-dessus que il y a comme un flou. Mm-hmm. Mais en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'on a de la misère à rejoindre les jeunes. On ne sait pas comment leur parler. Et il y a des gens qui savent leur parler puis qui sont en train de les radicaliser puis qui voyaient de plus en plus là, d'actes chez des jeunes, des gens plus jeunes qui s'apprêtaient à faire des actes terroristes ou des actes violents et que justement, il dit que ça nous prenait une réponse de toute la société. Là, fait qu'il parlait qu'au niveau de l'éducation, au niveau des parents, au niveau de l'information qui est divulguée, etc., là, comme qu'on doit travailler pour essayer justement de prévenir ça. Ils ont donné plusieurs exemples, on mettra les liens. Il y en avait 1 ou 2 qui étaient des jeunes qui embarquaient là, dans des choses plus de type État islamique ou Al-Qaïda, par exemple, puis qui voulaient faire des armes. La grande majorité était plus de l'extrême droite ou des mouvements incels, donc soit des gens des jeunes là, qui s'apprêtaient à commettre un acte violent envers une fille dans leur classe ou dans leur école ou d'autres situations du genre. Là. Donc, c'est quand même inquiétant, mais quand même quelque chose, je pense, qui n'est pas surprenant quand on se tient un peu là, dans dans les milieux sur Internet. Donc, voilà. En fait, dans le livre qu'on a co-écrit, On vous trompe, il y a un chapitre justement sur ces différents pipelines de conversion-là, donc ces tunnels de conversion-là. Puis, tu sais, ça commence souvent par des trucs un peu anodins. Là. Puis un des enjeux avec ces engrenages dans lesquels les gens se mettent les mains, les jeunes aussi, c'est que ça prend du temps avant que les gens se disent « Ah, ça va trop loin, peut-être que je devrais intervenir auprès de mon jeune. » Mais dans les faits, quand tu es rendu à ce point-là, il est probablement trop tard, puis il est probablement trop endoctriné. Puis il faut intervenir plus tôt dans le cheminement. Mais l'affaire, c'est que ces chemins-là, ces débuts de tunnel-là sont pas évidents pour la plupart des gens. Je me rappelle, plutôt, on en avait parlé cette semaine de tout le concept de conspiritualité. On en avait parlé aussi dans un balado. Est-ce que la personne moyenne se dit que quelqu'un qui commence à faire du yoga est à risque d'être radicalisé dans des mouvements d'extrême droite? Probablement pas. Puis il y a plein d'autres trucs comme ça, mais dans les faits, il y a des chemins de conversion. Puis obviously, le principe de tunnel de conversion, c'est pas que tout le monde qui rentre dans le tunnel passe au travers le tunnel au complet puis le cheminement, mais c'est que ça mène doucement une incrémentation à la fois vers ça. Puis je me rappelle, c'était en 2020, il y avait un rapport qui était sorti du FBI qui analysait un peu là, ces pipelines de conversion-là, puis ça prend combien de temps entre le moment où est-ce que tu es exposé à un contenu un peu plus extrême, puis le moment où est-ce que tu fais des menaces concrètes de violence in real life.
Puis, dans la recherche, je me rappelle, il y avait un cas où est-ce qu'une dame, en fait, est sur Facebook, une madame qui est sur Facebook. Puis, entre le premier moment qu'elle rentre avec la propagande de QAnon, ça l'a pris 20 jours avant qu'elle commence à faire des statuts violents, là, où est-ce qu'elle faisait des menaces concrètes. C'est comme le genre de menaces qui alerte le FBI de comme, on devrait garder les yeux sur cette personne-là. Fait que c'est inquiétant, effectivement, mais tu sais, vous le voyez pas, chère audience, mais pendant que j'expliquais, moi, le parallèle que je voyais, ça me faisait des yeux, puis il avait l'air très de douter, en fait, de ma théorie. Mais je trouve que c'est la même chose. C'est le même principe que tu commences par un truc qui est normal, mais ça peut t'emmener très rapidement vers les extrêmes parce que, tu sais, ce que les réseaux sociaux nous vendent, c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse, en fait, c'est qu'on soit captif puis attentif. Puis ça nous donne qu'il y a quelqu'un qui est joyeux puis qui touche du gazon fréquemment, c'est pas sur son téléphone 24/7. Versus quelqu'un qui est radicalisé, qui est dans l'extrême, qui est comme vraiment comme stressé, fâché, mais on est plus en ligne dans ces moments-là. Mhm. Fait qu'il y a un intérêt économique pour les plateformes de nous emmener dans l'extrême. Puis l'algorithme de YouTube, transition vers le prochain sujet, est infamous pour ça. Tu commences, tu veux une recette de lundi sans viande, puis tu termines par un raw vegan qui mange juste des bananes parce que tout le reste, c'est mal. Puis ça se fait vite. Puis je sais que tu ris, mais c'est vrai, Sam. Ouais, ouais. Genre, je suis sûrement pas la seule personne qui a été traumatisée par Freely de Banana Girl, là. It's a real thing, OK. C'est un trauma des filles de ma génération. Tu sais, on parle de ça, mais comme moi, c'est ça que j'étais exposée à l'époque sur YouTube. Puis ces mêmes trucs-là se répètent, mais encore plus rapidement. Fait que je suis pas surprise quand tu me dis qu'il y a des recherches qui démontrent que l'algorithme pousse des troubles alimentaires puis des notions de self-harm en français, on dit. D'automutilation. D'automutilation sur des jeunes parce que pour moi, c'est un extrême dans lequel les algorithmes tendent à nous pousser très rapidement. Mais cette étude-là, honnêtement, je l'ai trouvé troublant. Mhm. Puis, dans une semaine où j'ai travaillé sur beaucoup de choses particulièrement troublantes, ça va bientôt sortir là, dans Pifo, mais j'ai une semaine rough, là. Mais celle-là, ça m'a troublé. Oui. Et on mettra le lien, mais honnêtement, si jamais c'est quelque chose qui est un problème pour vous, peut-être vous pouvez sauter ce lien-là. Mhm. Mais en gros, ce que les chercheurs, c'est les chercheurs du Center for Counting Digital Hate qui voulaient étudier un peu c'est ça, l'algorithme de YouTube. Et en gros, ils se créaient un compte comme s'ils étaient une jeune fille de 13 ans qui arrivait pour la première fois sur son compte. Puis là, elle commence en cherchant des mots-clés associés souvent aux problèmes alimentaires comme boulimie ou l'anorexie. Mhm. Donc, ils faisaient leur première recherche pour le premier vidéo, puis après ça, ils faisaient juste suivre les recommandations, puis ils enregistraient les 10 plus les 10 premiers, puis ils descendaient la chaîne, puis ils ont fait ça là, pour avoir jusqu'à 1000 vidéos YouTube. Il y en avait 1 sur 3, donc il y avait 30%, là, 344 de ces vidéos-là qui étaient du contenu qu'ils appellent de troubles alimentaires dommageables. Donc, c'était soit des recettes sur comment ne pas manger, comment, je sais pas moi, te faire vomir, etc. Là, des choses comme, franchement, comme dommageables, comment le cacher, comment que ça paraisse pas pour tes parents, etc. Le 2 tiers, c'était soit de plus général sur les troubles alimentaires ou des trucs comme de régime, mais intense. Tu sais. Ouais. Puis, dans les choses tu sais, dommageables, je n'étais pas sûr de ce qu'il voulait dire. Puis, il y a des exemples dans le document. Puis, c'est assez troublant. C'est des choses quand même. Beaucoup aussi dans les commentaires sous ces vidéos-là qui parlent justement soit d'automutilation, qui parlaient de différentes choses. Puis il y en avait, c'est ça, 1 sur 20, donc à peu près une cinquantaine là, sur les 1000, qui impliquaient là, soit de l'automutilation ou même du contenu suicidaire. Là. Genre des choses assez hardcore. Puis là, on parle de contenu que YouTube dit, tu sais que c'est pour quelqu'un qui a 13 ans, parce que quand elle a créé le compte, quand les chercheurs ont créé le compte, ils ont dit j'ai 13 ans. Mhm. Les chercheurs ont aussi, sur un échantillon de 100 vidéos, ils les ont signalés comme étant du contenu qui allait à l'encontre des politiques là, de YouTube, donc de Google. Puis là-dessus, il y a 81% qui n'ont pas, il ne s'est rien passé. Que le contenu est resté en ligne, même pas de limitation d'âge, rien pas tout. Là. Donc,
de un, il y a du contenu qui est poussé, contenu qui est néfaste, là, qui est poussé, mais en plus, quand on nous dit, regarde, celui-là, il ne respecte pas tes règles, la plateforme ne fait rien, ben, comme Meta fait rien, puis comme Twitter. Twitter, c'est pas qu'il fait rien, il l'encourage. C'est autre chose. Il y a une partie de moi qui trouve ça un peu drôle que tu sois choquée parce que je suis allée voir le contenu, puis c'est tout des trucs que j'ai vus des milliers de fois dans ma vie, là, de ce genre de contenu que ça fait des décennies que c'est exposé. Tumblr, il y avait des communautés LiveJournal, il y avait des communautés entières dédiées à ça. Il y avait des codenames que les gens se partagent, puis les jeunes ont toujours eu ce genre de communauté-là. Mais Je pense ça, j'ai rarement channel ma petite fille de 13 ans en ligne, là, ça doit être ça la raison. Là. J'ai été un ado en ligne, là, fait que je les Ouais. ai vus, ces choses-là, puis effectivement, tu te les fais pousser que tu le veuilles ou pas, là, si ça t'arrive dessus, point. Puis on vit quand même dans un monde, je veux dire, comme socialement, en ce moment, avec Ozempic, puis tout ça, tu sais, les célébrités redeviennent toutes extrêmement maigres rapidement. Puis je pense que ça stimule un peu ce genre de contenu-là, veut pas. Parce que, tu sais, une jeune de 13 ans peut pas se payer un Ozempic, fait que qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Mais ce contenu-là, il est omniprésent en ligne. Fait que je pense que la raison pour laquelle YouTube fait rien, c'est qu'il y en a juste trop. Il y en a trop pour simplement, malheureusement. Fait que oui, gardez un œil sur vos jeunes en ligne si vous avez des jeunes filles, parce que ce contenu-là, il est constant, en fait, là. C'est impossible d'y échapper. Si t'es une femme ou une jeune fille en ligne en 2024, ce contenu-là va arriver dans ton algorithme, à un point ou un autre. Puis, on parle beaucoup là, des jeunes filles, mais les garçons aussi ont ce genre de contenu-là aussi, là, d'obsession sur... C'est différent pour les garçons, là, c'est sur les gains, là, mais comme des trucs sur comment te procurer des stéroïdes, comment les doser, comment les prendre, comme la créatine, qu'est-ce que ça fonctionne, puis comme qui tombe éventuellement un peu dans l'aspect aussi là, de troubles alimentaires, mais les versions masculines, généralement, c'est plus basé sur l'apparence des muscles, beaucoup. Fait que si votre jeune, tout d'un coup, veut juste manger du poulet bouilli puis du riz, faut peut-être aller regarder. Puis on rit, mais c'est ça commence. Ça Ouais. commence par ce genre de choses-là, puis éventuellement, ça l'escalade sur des suppléments qui sont sur la tablette, puis éventuellement des suppléments qu'il faut obtenir d'une certaine façon, puis ces trucs-là, ils se les donnent librement en ligne, puis c'est moussé, ce genre de contenu-là. Faites attention si vous avez des jeunes à la maison et gardez un œil sur le contenu parce que effectivement les algorithmes, là l'article que tu mets, le rapport parle de YouTube, mais Instagram, Facebook, Ouais. TikTok, c'est toute la même chose au final. Bref, gardez un œil sur le contenu de vos jeunes parce que il y a du monde out there qui essaie de leur présenter du contenu qui est potentiellement dommageable à long terme pour leur santé. Sur cette note joyeuse et encourageante de l'avenir, on vous souhaite en fait un joyeux temps des fêtes parce que, comme je l'ai dit au début de l'épisode, nous, on part en vacances. On va en profiter pour se reposer un peu. Donc, on vous revient en janvier. Et on vous rappelle, par contre, de ne pas oublier de partager le balado si vous l'avez trouvé intéressant, de donner des 5 étoiles et de vous abonner pour ne pas manquer notre retour de congé, justement. On dit un grand merci à DJ Mutant pour l'institut sonore et on vous dit à bientôt. À bientôt.